Place maintenant à la quatrième section que rejoint le professeur Marius Gilbert. Il est vice-recteur à la recherche de l'ULB et il est également directeur du laboratoire d'épidémiologie spatiale. Alors, j'ai toujours été assez intéressé par les aspects géographiques. Et donc, en fait, j'aurais pu arriver à ma discipline par l'intermédiaire de la géographie. Il se fait que j'y suis arrivé par l'intermédiaire de l'agronomie. Mais je me suis intéressé à la manière dont un certain nombre de bioagresseurs se propagent géographiquement. Et puis, je suis passé à l'analyse de la manière dont des épidémies se propagent géographiquement. Donc, c'est un itinéraire scientifique, mais qui a toujours eu en commun d'essayer de comprendre la propagation géographique. Et oui, j'ai eu un mentor qui était Jens Lingenberg, qui était un médecin vétérinaire en fait, qui travaillait à la FAO. Et qui a été le premier, en tous les cas dans ma carrière, dans le monde de la santé, à considérer qu'il y avait beaucoup à apprendre de l'écologie dans le domaine de la santé. Et c'est lui qui m'a vraiment fait participer à les premières études sur l'épidémiologie de maladies animales, parce qu'il était intéressé par ma perspective qui venait de l'écologie, pour en fait compléter une perspective qui était de la santé. Et puis c'est par après que je me suis plutôt tourné vers la santé humaine. C'est pas toujours facile, c'est-à-dire que les cours que je donnais sont des cours qui sont un petit peu redoutés par les étudiants. Donc je donnais des cours de biostatistique et à des étudiants biologistes et bio-ingénieurs. Et ils redoutent un peu ça parce que ça leur semble un petit peu aride. Et donc tout l'enjeu pour moi, c'est de leur faire comprendre en quoi l'analyse quantitative, les statistiques permettent de répondre à des questions biologiques, des questions biomédicales. Et si j'arrive à ça, je suis très content. Et c'est sans doute cette expérience-là aussi qui m'a amené à développer des qualités didactiques pour essayer de faire pour aider à la compréhension de phénomènes quantitatifs parfois complexes avec des mots les plus simples possibles. Beaucoup de choses qui m'intéressent, mais celui que je développe le plus pour le moment, c'est la photo. C'est vraiment ça qui me parle le plus et c'est aussi qui m'apaise le plus au moment où je l'ai fait. C'est vraiment complètement différent, c'est une espèce de méditation autour de la construction d'une image. C'est ça qui me fait le plus de bien comme hobby pour le moment. Oui. Je pense que toute expérience artistique est toujours une forme de transfert d'émotions, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui résonne en soi et on essaie de le transmettre à d'autres en espérant que ça résonne de la même manière. Parfois ça marche pas parce qu'il y a des individualités, mais je pense qu'il y a quand même une certaine universalité dans les choses qui sont belles et quand on arrive à les saisir, il y a moyen de les communiquer. Alors j'ai 3 enfants et qui sont grands maintenant et donc qui sont au début à la fin de leurs études ou au début de leur vie professionnelle. Et je pense que le fait d'avoir des enfants, ça joue beaucoup parce qu'en fait dans un monde où on se pose beaucoup de questions sur le futur, dans le monde qu'on laisse justement à nos enfants, c'est une force qui pousse à s'engager pour améliorer le monde qu'on leur laisse, quoi. Et donc, quand moi je m'engage par rapport à la société, par rapport à des questions larges, il y a toujours en arrière-plan cette idée d'avoir une volonté de laisser un monde meilleur à mes enfants et à leurs enfants, à ceux qui nous succèdent. J'ai beaucoup travaillé sur la grippe aviaire. C'était un de mes sujets d'étude. Donc, c'est une maladie d'origine animale qui peut se transmettre à l'homme, en collaboration avec des pays asiatiques. Donc j'ai quand même beaucoup à la fois voyagé et collaboré avec des partenaires des pays d'Asie, alors au Vietnam, en Thaïlande, en Chine, en Corée du Sud. Et c'est vrai que ça m'a donné un éclairage assez différent à la fois sur la culture, mais sur les différentes manières de rencontrer des problèmes collectifs, et les différentes approches. Et ça, c'est quand même toujours extrêmement enrichissant dans une trajectoire personnelle. Pendant la pandémie, justement, j'ai constaté qu'on avait souffert assez cruellement d'un manque d'échanges scientifiques
entre experts de différentes institutions et entre experts eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent on voyait que des échanges entre experts se faisaient sur plateau face aux citoyens, et c'est probablement le pire endroit pour que ce type de débat puisse se faire, parce qu'on ne peut pas utiliser son jargon, on ne peut pas être efficace, il y a les téléspectateurs qui sont là, et des choses comme ça. Donc je pense qu'on a besoin de lieux d'échange scientifique qui sont un peu éloignés des politiques internes des universités, des silos disciplinaires, et des choses comme ça, et qui peuvent être des lieux de rencontre et d'échange sur des questions scientifiques dont l'intérêt est relativement large pour la société. Et donc c'est ça que je vois dans l'académie, et c'est ça que je vois comme intérêt de m'y impliquer. Le professeur Marcus Gilbert, il est directeur de recherche FNRS, directeur du laboratoire d'épidémiologie spatiale, le ULB. Il est un spécialiste reconnu de l'épidémiologie géographique, domaine qui s'est révélé d'une importance majeure au cours de la pandémie de Covid-19. Si Marcus Gilbert s'est beaucoup consacré récemment à la communication en grand public, il faut souligner l'excellence de son activité de recherche qui est reconnue internationalement et ce qui a fait objet de publications dans des revues de très haut niveau. Et, je dois citer ici aussi, son article paru en 2020 dans The Lancet sur l'impact de la pandémie dans les pays africains et celui paru la même année dans Nature Medicine sur les stratégies de sortie de confinement, travail auquel aussi le professeur Goldman a eu l'occasion de collaborer. Je vous invite de présenter votre carrière. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, chers collègues, avant d'entamer cette présentation, je voudrais vous remercier pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer l'ouverture dont l'Académie fait preuve en intégrant des personnalités de disciplines aussi différentes, et certaines dont je suis qui ne sont pas médecins. Et au travers de cette courte intervention et des débats que nous mènerons ici, j'espère achever de vous convaincre qu'il y a la matière des discussions particulièrement fertiles. Ma carrière peut se décomposer en 3 phases. Durant la première période, je me suis intéressé à la dynamique des populations d'insectes ravageurs de peuplement forestier. On est un peu loin de la médecine. Mais cette expérience jetait les bases conceptuelles et méthodologiques que j'appliquerai ensuite à l'épidémiologie, en m'intéressant aux relations hôtes-parasites, aux processus d'invasion et à la modélisation géographique sous la direction du professeur Grégoire. Je dois mon basculement vers l'épidémiologie et vers la deuxième période de ma carrière à mon second mentor, le Dr Jens Lingenberg, qui, bien avant que le concept de One Health ne soit popularisé, avait compris tout ce que l'épidémiologie pouvait emprunter à l'écologie et m'a invité à collaborer avec la division de la santé animale de l'AFA. Fasciné par ce nouveau domaine qui s'ouvrait à moi, je me suis plongé dans cette question. Et cela a donné lieu à la période la plus intense et passionnante de ma carrière, m'amenant aux 4 coins de l'Asie pour mieux comprendre l'épidémiologie de la grippe aviaire à sa source et à développer les activités du laboratoire que j'ai fondé en 2016 à d'autres maladies animales et humaines. La dernière phase, vous la connaissez sans doute un peu mieux, les yeux rivés sur le sud-ouest de la Chine en raison de mes travaux antérieurs, j'étais bien placé pour suivre l'émergence du SARS-CoV-2 et je suis devenu par la force des choses une figure publique de la lutte et de la gestion de cette crise sanitaire sans précédent. Je profite de l'occasion qui m'est faite aujourd'hui pour remercier aussi Anne Michaud, la rectrice de l'ULB, pour la confiance qu'elle m'a accordée en me confiant la fonction de vice-recteur à la recherche. Permettez-moi de revenir un petit peu sur mes travaux pour en présenter les fondements. Le réservoir des biologiques des grippes aviaires se trouve dans les populations d'oiseaux sauvages, principalement les palmipèdes, qui abritent une très grande diversité de souches, causant des infections bénignes et le plus généralement digestives. Dans les zones d'interface, ces virus sont susceptibles d'être introduits dans les élevages de volailles et peuvent y connaître des processus évolutifs qui les amènent à gagner en pathogénicité, devenant respiratoires et extrêmement virulents, pouvant causer des mortalités massives. L'exposition des éleveurs et des personnes impliquées dans les chaînes de commercialisation est alors importante. Certains se retrouvent infectés avec des taux de décès particulièrement élevés. Le danger est et a toujours été qu'à l'occasion de ces événements d'infection, l'une de ces souches acquiert la capacité de se transmettre facilement d'une personne à l'autre, ce qui n'a heureusement jamais été le cas. Mes travaux ont principalement contribué à une meilleure compréhension de l'épidémiologie
de cette grippe aviaire en Asie, en Europe, en Afrique. Ils décrivent comment la transformation des systèmes d'élevage et des modes de commercialisation a pu contribuer à l'émergence et à la propagation des grippes aviaires et permettant ainsi de mieux cibler la surveillance et les interventions pour réduire le pandémique à la source. Je ne peux d'ailleurs évoquer ces travaux sans mentionner des éléments récents et préoccupants. Depuis près de 2 ans, une souche d'influenza aviaire H5N1 circule fortement dans les populations sauvages de l'hémisphère nord en y causant des mortalités importantes. À l'automne dernier, ce virus a été introduit dans une ferme de Vison en Espagne et tout indique qu'il y a eu la transmission d'animal à animal accompagnée d'une mutation décrite dans la littérature comme permettant l'infection de mammifères. Ce foyer a heureusement été contenu, mais il fait frémir les virologues qui se servent souvent de mustélidés comme modèle animal. Et cet événement doit nous rappeler que la menace pandémique est toujours bien là et que nous devons rester extrêmement vigilants. Les changements démographiques et socio-économiques qui se déroulent dans les pays à faible revenu et en transition augmentent la demande pour les protéines animales. Ceci amène une transformation et une intensification de la production qui est elle-même susceptible de générer un certain nombre d'externalités problématiques en matière de santé publique. Comprendre les relations causales entre ces modifications doit nous permettre de développer des alternatives, permettant de simultanément tirer profit des bénéfices sanitaires des protéines animales tout en diminuant ces externalités. Ce schéma de compréhension est au cœur du concept de One Health qui lie santé des écosystèmes, santé animale et santé humaine. Pour rencontrer ces différents défis scientifiques, il nous a fallu rencontrer toute une série de défis méthodologiques en termes de modélisation spatiale, de caractérisation et de prévision des transformations géographiques de la production animale et de modélisation de l'évolution des pathogènes en réponse à ces changements. Ces travaux nous ont amenés à développer un axe de recherche important en matière de cartographie des populations, en particulier des populations animales, avec la production, validation et dissémination de larges bases de données décrivant précisément la distribution des différentes formes d'élevage dans le monde. Ce croisement d'expertise au sein d'une même unité de recherche, entre la modélisation spatiale, la compréhension de l'évolution des populations d'hôtes et de méthodes phylogénétiques, est unique. Notre laboratoire est aujourd'hui reconnu comme l'un des principaux centres de recherche en épidémiologie géographique en Europe, et c'est ce qui nous a amené à co-diriger avec Victoria Colissa de l'INSERM et la Sorbonne la composante modélisation du projet MOOD, Modeling Outbreak Event for Disease Surveillance in a Data Science Context, qui rassemble 24 équipes de recherche en Europe autour de la détection, du suivi et de la modélisation de maladies émergentes. Pour clôturer cet exposé, je voudrais revenir avec vous sur la vision du One Health, qui me semble particulièrement bien adaptée à la compréhension des processus d'émergence de nouveaux pathogènes, en particulier les zoonoses. Mais dès lors qu'une nouvelle épidémie est là et se propage dans les populations humaines, elle perd en partie de sa pertinence et son utilité, car elle omet de visibiliser une caractéristique essentielle, les facteurs sociaux. C'est pour cette raison que je lui préfère la notion de santé commune qui fait reposer la santé des individus sur la santé des sociétés, qui elle-même repose sur la santé des écosystèmes. Difficile d'imaginer une bonne santé des individus sans une bonne santé publique, difficile d'envisager une bonne santé publique dans des environnements profondément dégradés. Il y a là un concept extrêmement fédérateur permettant de faire de la santé une des questions centrales des débats de société. Je vous remercie pour votre attention.